Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Les faux-semblants du statut. La fin du jacobinisme culturel? Jean-Pierre Ailne. La décentralisation de la gestion des équipements culturels était porteuse d'espoir lorsqu'elle fut initiée il y a une vingtaine d'années. Elle devait contribuer à accompagner le développement local et la démocratisation des procédures administratives. Le bilan que l'on peut en dresser aujourd'hui est nuancé. Le mouvement de transfert des compétences culturelles aux collectivités peut aboutir, en une ruse de l'histoire, à un retour de l'État. La concurrence des procédures légales de protection du patrimoine bâti, ZPPAUP, loi SRU de 2000, a multiplié les avis conformes de l'architecte des bâtiments de France, pédagogue mais aussi statut du commandeur de la culture, provoquant ici et là des frictions avec les élus locaux. Au point qu'un rapport sénatorial dénonce dès 2001 l'étatisme persistant des procédures de protection du patrimoine architectural et envisage de revenir à une commission départementale du patrimoine afin de décentraliser une procédure lourde qui bloque l'application de lois sur les zones de protection 5. De nombreuses villes qui ne sont pas dotées d'un secteur sauvegardé au sens de la loi de 1962 ont tenté, non sans difficulté, de mettre en place une zone de protection du patrimoine définie par les lois de 1983 et de 1993. Dans le même temps, la fréquentation des musées de province stagne depuis une dizaine d'années. La gestion des équipements muséaux des collectivités est parfois approximative, quand elle ne surestime pas le potentiel du public. Les mairies et surtout les conseils généraux, nouveaux acteurs de la décentralisation culturelle, tardent à renouveler leur méthode de gestion. La gestion des musées par des entreprises culturelles privées a quant à elle mauvaise presse en France. L'enquête de terrain réalisée auprès de tous les départements et de toutes les villes concernées par le projet de transfert de monuments historiques aux collectivités confirme l'attachement des élus au mode traditionnel de gestion, régie directe, surtout, délégation à une association, éventuellement. Jérôme Slonina analysera pour nous le dépouillement de l'enquête. On relève partout un refus catégorique des maires de substituer leur collectivité à l'État dans la gestion des quelques 300 monuments historiques devant être transférés aux personnes publiques locales. Le patrimoine monumental est pourtant largement provincial et local, mais il demeure dans les représentations collectives l'apanage du ministère de la Culture, détenteur du savoir architectural en matière de restauration et surtout d'un budget spécialisé. Les expériences analysées ici par des contributeurs à la fois universitaires et hommes de terrain sont surprenantes à la fois par le conservatisme juridique qu'elles confirment, comme par la demande de solutions nouvelles et le frémissement institutionnel dont elles témoignent. La pratique juridique de la décentralisation apparaît nettement en retard par rapport à la nouvelle perception de la culture comme facteur d'attractivité et de développement local, que se font les élus territoriaux. Cette apparente contradiction se comprend mieux si l'on considère que la question des structures est relativement nouvelle à l'échelle historique, alors que la prise de conscience de l'enjeu politique et économique de la culture au plan territorial remonte aux années 1980 à 1990 qui en constituèrent l'âge d'or. Cette journée de travail est inscrite dans une perspective volontairement pragmatique et analytique. Il est encore trop tôt pour dresser une typologie générale des modes de gestion de la culture et l'appliquer à cette histoire en train de s'écrire. Il manque encore à la décentralisation culturelle le regard éloigné de l'historien, pour reprendre la belle métaphore par laquelle Claude Lévi-Strauss qualifiait la posture de l'anthropologue. Au moins souhaitait-on suggérer ici les tendances lourdes et les pistes prometteuses. L'excellence des projets neugordiens. Un colloque organisé à Amiens sur un thème voisin avait souligné dès 1993 l'absence apparente d'imagination des responsables des équipements culturels dans le choix d'une structure. Le ministère de la Culture a initié en ce sens en 1999 une réflexion relative aux pratiques juridiques propres aux services publics culturels locaux. L'Observatoire des politiques culturelles de Grenoble vient de publier une synthèse juridique présentant les diverses alternatives statutaires offertes à la politique locale de la culture. Ce dernier ouvrage est d'abord destiné aux collectivités elles-mêmes
et n'épuise pas la dimension de médiation culturelle et de pratique muséale que nous ambitionnons d'aborder ici. La démarche de l'Observatoire grenoblois et celle de notre équipe paloise sont complémentaires. René Risardo, l'un des fondateurs de l'équipe grenobloise, relève à juste titre que si le choix d'un statut pour les équipements culturels locaux est en débat depuis 10 ans au moins, sans projet, le mode de gestion n'est qu'une coquille vide et son choix un exercice aléatoire. Nous allons de notre côté confirmer avec force la centralité du projet culturel par rapport à la question somme toute secondaire, du statut juridique de l'équipement culturel. Notre équipe souhaitait en effet mettre l'accent sur la qualité des projets territoriaux, en donnant des exemples concrets à l'échelle de petites ou moyennes collectivités. Elle a pour ce faire invité des élus locaux, des animateurs de structures culturelles les plus variées, mêlant volontairement une petite association de valorisation d'un site métallurgique impliquant un mécène privé, communication de Dominique Fournier, un département dynamique au plan touristique tel l'Ariège, Frédéric Fernandez et Renaud Carrier, une petite ville d'art et d'histoire choisie comme site patrimonial majeur par la région Aquitaine, Oloron présenté par son adjoint à la culture Pierre Boeuf, Écomusée des Landes de Gascogne, 4e site muséal d'Aquitaine, musée de Marquès à Sabre, présenté par le géographe Vincent Vlès, la pratique des sites majeurs patrimoniaux dans les Pyrénées-Atlantiques, Christian Breteau, Conseil général, expérience au sein de collectivités à confronter à la gestion de musées par une société commerciale décrite par Jean-Michel Taubellem. La priorité pour les mairies semble aujourd'hui de mettre au point des projets de qualité, qui ne laissent pas les intérêts professionnels des personnels déjà en place, plutôt que de trouver la pierre philosophale du statut juridique idéal. Sous cet angle, le nouveau texte adopté à l'unanimité le 7 juin 2006 par l'Assemblée nationale met théoriquement les futurs directeurs d'établissements publics de coopération culturelle EPCC à l'abri de licenciements lors des changements de statut des structures locales de gestion de la culture. Voir sur ce toilettage la communication de Renaud Carrier dans cette première partie. Jean-Luc Péqueux nous a confirmé au nom de l'Agence française d'ingénierie touristique, devenue récemment Audit France, que la qualité du projet culturel prime le débat technique sur les modes de gestion juridique. On avait sans doute eu le tort par le passé d'inverser l'ordre des priorités et de poser comme préalable la question du statut. C'est là, nous semble-t-il, l'un des points saillants de cette journée. Richesse et contraintes des statuts. L'autre apport de la journée, et sur lequel il faudra revenir plus avant, est constitué par la diversité des modes de gestion des activités culturelles locales. Il n'est pas évident, malgré son apparente simplicité, de définir en droit l'expression mode de gestion, en particulier en ce qui concerne la gestion publique. Si la réalité du service public culturel est acquise pour le Conseil d'État depuis près d'un siècle et le célèbre arrêt Astruc 17, il demeure que ces modes d'intervention sont difficiles à qualifier juridiquement. Traditionnellement, les actes de gestion publique sont définis depuis le grand jurisconsulte Laferrière comme ceux relevant du contentieux administratif, ceux de gestion privée du contentieux judiciaire. Ce critère juridictionnel en apparence simple suggère que les modes de gestion se divisent par nature en mode public et en mode privé. Dans la réalité quotidienne de la gestion d'un service culturel, cette construction juridique est inopérante tant les deux modes de gestion sont interpénétrés. On préfère aujourd'hui mettre en avant un critère organique, et mode de gestion publique, l'ensemble des techniques de gestion employées par les personnes publiques, État, établissements publics et collectivités territoriales. Il existe ainsi des modes publics de gestion publique, la régie par exemple, et des modes privés, la délégation à une association en constituant la forme la plus ancienne et de loin la plus fréquente. Le secteur culturel a développé en parallèle les deux modes de gestion. Dans la sphère publique, les régies directes, y compris autonomes ou intéressées, les services publics industriels et commerciaux davantage déconcentrés, les établissements publics de coopération intercommunale se sont multipliés. Parallèlement, les collectivités ont testé des modes de gestion privés, par des délégations à des sociétés d'économie mixte, à des associations et plus rarement à des sociétés commerciales. On parlera d'intégration institutionnelle, lorsque la collectivité conserve le contrôle direct de son activité culturelle,
ou au contraire d'autonomie organique lorsque l'activité de service public est gérée par une personne morale distincte de la collectivité qui l'a créée. Il faut dans ce cas soit créer un nouvel établissement public chargé spécifiquement de cette gestion, soit passer un contrat de délégation entre la collectivité publique en charge de la politique culturelle et une autre personne publique ou privée chargée de la gestion concrète. En dehors des récents groupements d'intérêt public à objet culturel, GIPC, et des établissements publics de coopération culturelle résultant d'une loi de 2002 remaniée en 2006, la palette institutionnelle est déjà ancienne. Pour autant, le recours à une délégation à une association plus ou moins contrôlée par la collectivité domine toujours les choix locaux de gestion délégués. Au point que la Cour des comptes a dû signaler les dysfonctionnements résultant de cette hégémonie, gestion de fait, opacité des comptabilités. Les gestionnaires réclamaient depuis longtemps une structure souple permettant d'échapper aux critiques adressées par la Cour des comptes à l'association 1901. Le groupement d'intérêt public à objet culturel est précisément né en 1987 du projet de favoriser l'association de personnes publiques à des personnes morales de droit privé. Mais notre journée a rappelé le peu de succès de cette formule juridique, les élus tenant à garder la paternité directe et évidente de leur politique culturelle. Ces dernières constituent, on le sait, de valorisantes images de marque, au moment des élections municipales. La distinction très juridique entre mode de gestion public et mode de gestion privé, fondée sur un critère organique en apparence clair, oublie cependant tout un pan des modes privés de gestion privée. La prise en charge d'un équipement muséal par une personne privée société commerciale en constitue l'exemple le plus récent et le plus radical, même si l'État conserve en France la mission de surveillance des collections classées par ses conservateurs du patrimoine. Jean-Michel Taubellem analyse ici les risques de cette formule inédite en France, qui peut malmener les collections ou surestimer la rentabilité du secteur culturel. Il ne faut donc pas en matière culturelle s'enfermer dans une catégorisation trop formelle et juridique, au risque d'appauvrir la réalité de modes de gestion pragmatiques et protéiformes, rappelle ce spécialiste de la gestion des musées. Il ne faut pas non plus perdre de vue le constat partagé par la plupart des élus, qu'un équipement culturel n'a pas pour vocation d'être rentable. Tout au plus peut-il viser tendanciellement l'équilibre budgétaire, et surtout servir de levier à des politiques touristiques elles-mêmes d'essence commerciale. L'une des préoccupations du présent colloque a ainsi été de souligner la souplesse institutionnelle qu'ont manifesté les collectivités territoriales, le plus souvent à l'intérieur de cadres juridiques classiques qui leur étaient ouverts depuis longtemps. La journée de travail a d'abord souligné les difficultés concrètes rencontrées par les petites et moyennes collectivités au sein d'une décentralisation culturelle par ailleurs foisonnante. Elle a aussi ensuite révélé des voies nouvelles tracées dans l'arsenal juridique et des réflexions originales suscitées par le terrain culturel. Les rigidités françaises. La France est affectée d'un handicap de 200 ans de jacobinisme en matière de gestion patrimoniale et culturelle. Le rapport présenté par le sénateur Yann Gaillard en faveur d'une refonte de la gestion des monuments historiques rappelle l'engagement inégal des collectivités dans ce domaine. Notre pays ne possède pas la même tradition de démocratie locale que certains de nos voisins tels l'Allemagne, ni une longue implication des entreprises dans le mécénat culturel comme en Grande-Bretagne. On ne recensait en France en 2003 guère plus de 600 fondations privées. On est très loin de ce côté-ci de la Manche des 8000 fiducies anglaises, très impliquées dans la restauration des monuments historiques sous l'égide de National Trust, ou des 12 000 foundations et des 3 000 charities nord-américaines comme le regrettait l'Association française Admicale. Les fondations françaises, régies par une loi du 23 juillet 1987 qui subordonne leur existence à la reconnaissance d'utilité publique et à une dotation de 750 000 € au minimum, ne concernent le mécénat patrimonial que pour 450 d'entre elles. Le législateur a tenté de relancer la dynamique privée, en créant par une loi du 4 juillet 1990 les fondations d'entreprises. Celles-ci préfèrent au soutien permanent de musées celui de spectacles vivants aptes à une meilleure communication externe, festivals de danse, de musique classique, achats pour les jeunes interprètes d'instruments anciens. Les grands groupes visent également des opérations spectaculaires de restauration de monuments historiques,
telle l'implication récente du groupe Vinci dans la réfection de la Galerie des Glaces à Versailles. Encore ces opérations patrimoniales spectaculaires ne sont-elles pas toujours désintéressées? Une filiale spécialisée du secteur BTP était impliquée dans les travaux de ce dernier château. On est bien loin en France des puissantes fondations qui soutiennent outre-Atlantique les achats de collections par les grands musées. Ainsi, la Fondation Getty à Los Angeles constitue-t-elle le plus riche musée du monde? Seul l'homme d'affaires français François Pinault se rapproche du modèle culturel américain, en désirant attacher son nom et sa fortune à une collection d'art contemporain. La Fondation du patrimoine joue certes en France un rôle positif depuis la loi du 2 juillet 1996 qu'il a instituée malgré les réticences du ministère de la Culture, peu habitué à se dessaisir de ses prérogatives monumentales. Cette association agréée et reconnue d'utilité publique peut, comme toute association d'amateurs de patrimoine, saisir l'administration d'une demande de classement ou d'inscription d'un monument. Elle gère depuis 2004 une partie des fonds des successions vacantes qu'elle alloue aux collectivités propriétaires d'un petit patrimoine d'intérêt mais non protégé, chapelles non classées ou inscrites, patrimoine vernaculaire tel lavoir ou moulin. Surtout, elle décerne après avis de l'architecte des bâtiments de France des labels de qualité défiscalisants à des immeubles privés présentant un intérêt architectural. Les propriétaires ainsi reconnus peuvent déduire la moitié des factures de restauration de leurs revenus imposables, s'ils ont obtenu entre les 1% et 20% de subventionnement de leur devis. Ils ont droit au minimum à 1% versé par la Fondation du patrimoine. Ils peuvent déduire la totalité des factures s'ils dépassent 20% des devis en subvention publique ou privée. La loi sur la Fondation du patrimoine prolonge ainsi l'esprit de la loi Malraux de 1962 qui avait permis en son temps la restauration de la plupart des façades de Paris sans entamer les finances communales. Encore faut-il pour que cette institution soit efficace que les propriétaires ainsi défiscalisés soient fortement imposables, pour que l'incitation financière aux travaux de conservation du petit patrimoine soit effective. Cette condition est loin d'être remplie dans les régions de montagne où le bâti traditionnel est souvent remarquable, mais où les agriculteurs-éleveurs sont rarement imposables. Aussi la Fondation n'a-t-elle à ce jour, juillet 2006, ouvert qu'un peu plus de 3600 dossiers dans toute la France, avec une nette prédominance des départements du Val-de-Loire et du bassin parisien, riches en résidences secondaires de qualité appartenant à des propriétaires parisiens aisés. En regard, les spécialistes estiment à 700 000 environ les éléments du bâti rural de qualité à protéger et entretenir. L'ancienne France constituait, est-il besoin de le rappeler, la plus riche et la plus vaste nation paysanne d'Europe. Les difficultés du mécénat ne concernent qu'indirectement notre propos. Elles pourront par leur spécificité donner lieu à un prochain colloque. Il était pourtant nécessaire de rappeler ici le lourd retard français, au moment où certains regardent du côté des pays anglo-saxons, pour importer dans notre pays un mode mécénal de restauration et d'entretien du patrimoine et pallier ainsi le désengagement sensible du ministère de la Culture. Une révolution culturelle qui s'essouffle. On a pu à juste titre peu parler d'une révolution culturelle, au sens d'une prise en compte des préoccupations culturelles par les politiques publiques nationales et locales depuis une vingtaine d'années. La centralité de la culture était apparue dès les années 1960 à certains précurseurs, à Malraux certainement, mais aussi au sociologue Henri Mandrat. Ce dernier voyait dans l'élévation du niveau culturel des Français une seconde révolution française. Inaugurant en 1966 la Maison de la Culture d'Amiens, Malraux s'écriait avec son lyrisme habituel : « Avant 10 ans, ce mot bideux de province aura cessé d'exister en France. » 26. Ces propos visionnaires n'infirment pas le fait que la véritable provincialisation de la culture résulte des textes décentralisateurs de 1982 et 1983. Le département reçoit alors les archives et les bibliothèques centrales de près, en compétences régaliennes. Régions et départements bénéficient en outre d'une compétence générale en matière culturelle, dont les plus dynamiques vont se saisir en profitant du vague des textes. Ce mouvement d'appropriation locale de la culture s'inscrit dans un bouleversement social caractérisé selon nous par 5 traits majeurs. Une société davantage cultivée.
Nos sociétés occidentales se sont fortement urbanisées dans les années 60, mettant fin à un imaginaire collectif marqué par la ruralité. Cette fin des paysans, Henri Mandra, 1964, a engendré un besoin collectif de lieux de mémoire rurale, collections ethnographiques, mise en scène de la ruralité disparue dont l'écomusée des Landes de Gascogne présenté ici constitue un archétype. L'économique s'est ensuite imposé comme le facteur déterminant pour la crédibilité des élus locaux. Les actuels dirigeants des collectivités territoriales ne sont plus les notables traditionnels qu'ils étaient sous les 3e et 4e Républiques. Aux médecins, Clémenceau, ou à l'avocat de province Ferry, ont succédé des gestionnaires professionnels ayant effectué l'essentiel de leur carrière dans la politique. Meilleurs connaisseurs de la concurrence économique que leurs prédécesseurs, ils comptent aussi sur la culture pour forger une image attractive de leur collectivité. Ces professionnels de la politique manient mieux que par le passé l'arme de la communication et du marketing. Ils savent que le développement économique de leur département, de leur ville, passe désormais par une politique culturelle apte à retenir les cadres concernés par les redéploiements industriels. Le dynamisme entrepreneurial suppose une bonne image de marque culturelle pour fidéliser des personnels aujourd'hui plus exigeants quant à la qualité de vie en province. Des villes sinistrées par la désindustrialisation comme Roubaix ou Bilbao ont su tirer parti d'un musée emblématique pour faciliter leur reconversion vers les industries de haute technologie. Il en va pour les nouvelles élites locales, on l'a dit, de leur réélection. Celle-ci sera facilitée par une manifestation culturelle prestigieuse. Jacques Lang l'a bien compris à Blois en organisant dans cette ville un salon du livre d'histoire, comme l'ont intégré les maires de Brive et d'Angoulême en organisant des foires littéraires annuelles. Pierre Mauroy a tenté de briser l'image négative de l'île et du Nord en subventionnant un orchestre symphonique de qualité. La consécration de l'île capitale européenne de la culture, en 2004 marque le succès de cette entreprise. On sait le parti qu'a pu tirer du slogan Montpellier la surdouée, Georges Frêche, renvoyant à la fois à un festival de musique et de danse et aux laboratoires et entreprises high-tech déconcentrés de la région parisienne. À son échelle, André Labarrère, maire de Pau, historien de formation, savait que le festival de théâtre que sa mairie organisait depuis de longues années au château contribuait à la pérennité de l'équipe municipale comme au maintien dans la ville du centre de recherche de l'entreprise Total. L'importance des politiques culturelles locales est renforcée par une 3e révolution sociale, celle de la massification de l'enseignement secondaire, aujourd'hui de l'enseignement supérieur. Il est évident que des Français mieux formés sont davantage demandeurs de biens culturels que les classes populaires qui ne possédaient que leur propre culture vernaculaire. Les 12 millions de visiteurs de monuments historiques lors des dernières journées du patrimoine, 2005, témoignent de la relative diffusion d'une pratique culturelle qui demeurait confidentielle avant les années 1970. En 2000, plus de 70% des Français déclaraient avoir visité au moins un lieu culturel au cours de l'année écoulée. Sacralisation du patrimoine, protestait dès 1994 Pierre Nora, le père du concept de lieu de mémoire, tandis que l'historien Jacques Le Goff s'inquiétait en 1997 des pressions identitaires. L'accession des masses à la culture est également appuyée par l'apparition d'une industrie culturelle spécifique. Celle-ci a commencé dès les années 1960 à exploiter l'engouement pour le micro-sillon et la haute fidélité. Elle a investi dans les années 1980 la télévision, produisant des émissions culturelles dont Des racines et des ailes, de France 3 constituent aujourd'hui l'archétype. La culture a également engendré depuis une dizaine d'années des chaînes spécifiquement culturelles, publiques comme Arte, commerciales comme Planète ou Mezzo qui, si elles ne touchent pas le grand public, concernent néanmoins des tranches importantes des classes moyennes instruites. Le succès commercial du coffret des œuvres intégrales de Mozart proposé fin 2005 par une maison de disques artisanale, plus de 300 000 coffrets vendus, rappelle le changement de paradigme culturel, au-delà de l'effet publicitaire et de mode. La révolution culturelle de la fin du XXe siècle est parachevée en dernier lieu par une professionnalisation du monde de la culture et de l'art longtemps marquée par le bénévolat et l'amateurisme. Les collectivités territoriales en particulier ont multiplié les emplois nouveaux dans le domaine culturel.
Confidentiel. Hier, en dehors des traditionnels conservateurs et guides conférencières dans les musées des beaux-arts, les emplois culturels se diversifient aujourd'hui. Des étudiants en histoire, en aménagement, sont recrutés comme animateurs de patrimoine, pour présenter un monument historique secondaire ou un site naturel touristique. Le label officiel de ville d'art et d'histoire, conçu en 1985, prévoit expressément la création par la commune candidate d'un emploi d'animateur et d'un centre d'interprétation. Beaucoup de ces jeunes gens sont employés sous contrat précaire, de type privé ou administratif. Plusieurs universités françaises se sont néanmoins tournées vers de nouveaux diplômes de second cycle préparant au métier du patrimoine. Les diplômes délivrés par le ministère de la Jeunesse et des Sports, DEFA, DESA, permettent quant à eux d'encadrer les animations scolaires dans les 47 centres permanents d'initiation à l'environnement, CPIE, que compte la France. Il s'agit dans ces structures décentralisées d'éveiller les enfants à une sensibilité écologique, tout en présentant les modes de vie agro-pastoraux traditionnels, compléments ou substituts des écomusées. La décentralisation culturelle a engendré la création d'une nouvelle fonction territoriale spécialisée régie par le décret du 2 septembre 1991. Outre les 800 nouveaux conservateurs territoriaux du patrimoine créés en 1991 et les conservateurs des archives transférés en 1983 de l'État au département, 1200 attachés territoriaux de conservation du patrimoine, fonctionnaires de cadre A, et assistants qualifiés de conservation du patrimoine, cadre B, viennent compléter le personnel désormais au service des apostrophes. Une culture manifestement plus décentralisée. Ces nouveaux concours sont ouverts à tous les étudiants issus des sciences humaines et sociales, particulièrement aux nouveaux diplômés des masters spécialisés. Ce sont au total près de 50 000 personnes qui travaillent à temps plein en France dans le secteur culturel local, et sans doute près de 500 000 en incluant les emplois induits dans le secteur touristique par le patrimoine culturel. Un recul de la préoccupation culturelle ? L'engouement pour la décentralisation culturelle, caractéristique des années 1990, paraît aujourd'hui en partie retombé. Le ministère de la Culture publie des statistiques utiles pour la connaissance de la production et de la consommation culturelle. Le rôle culturel des collectivités locales est selon ces chiffres passé par 3 phases, depuis les grandes lois de décentralisation de 1980 à 1983. De 1983, année du transfert nominatif de compétences culturelles au département, à 1986, année de leur entrée en vigueur, une première phase est caractérisée par une croissance en demi-teinte. La rue de Valois tente une expérience qui va durer jusqu'en 1986, la coordination et le pilotage de la décentralisation par une nouvelle direction du développement culturel, confiée à Dominique Wallon. Cette administration de mission sera relayée après 1986 par les DRAC, bras armés du ministère de la Culture en région. Cette première période permet néanmoins de roder la technique riche d'avenir du contrat entre l'État et les collectivités. On signe dans ces années d'expérimentation de nombreuses chartes culturelles de développement, entre les DRAC et les élus régionaux et départementaux. La technique avait été préparée par des expériences commencées dès 1972 à 1974, lorsque la région était devenue un établissement public autonome. Jacques Pallard, observant la croissance des dépenses culturelles en région Aquitaine entre 1974 et 1985, relève que l'on passe alors d'une gestion administrative à une gestion politique de la culture. Les politiques publiques culturelles vont alors fonctionner, selon Guy Saez, comme un système de coopération. L'État cherche aussi durant ces 3 années de tâtonnement, à inciter les collectivités à le relayer dans la gestion du patrimoine bâti. Le souci de désengagement de l'État va constituer l'un des piliers des politiques libérales qui vont atteindre la France dès les années 80, bien avant l'hégémonie actuelle du paradigme néolibéral. L'abandon en 1983 des politiques néo-keynésiennes, symbolisé par le renoncement au plan Mauroy et la nomination à Matignon de Laurent Fabius à Matignon, fait de la contractualisation un nouveau mode de gestion administrative. On s'achemine déjà en France vers les techniques de gouvernance urbaine nord-américaine qui deviendront après l'an 2000 le paradigme dominant.
La décennie 1986 à 1995 sera logiquement caractérisée par une forte montée en puissance des collectivités territoriales. Cette période marque l'apogée des politiques locales. Le Conseil interministériel d'aménagement du territoire, CIAT, que le gouvernement Balladur tient symboliquement à Troyes le 20 septembre 1994, intègre pour la première fois la préoccupation culturelle. Il s'agit alors de rééquilibrer les régions, en déconcentrant une partie de l'activité culturelle de la capitale. Sont mises en avant 3 priorités. Redistribuer les équipements culturels sur tout le territoire, développer l'offre culturelle de proximité, mettre en valeur l'offre patrimoniale des régions. La DATAR privilégie alors nettement la région contre la grande ville comme lieu de décentralisation culturelle. Au point que les maires des grandes villes, s'estimant remis en cause, doivent rappeler dans un manifeste publié en 1994 que c'est la ville qui se situe à la pointe de la culture. 10 sites régionaux dits grands projets en région sont néanmoins choisis par la rue de Valois sous l'autorité de Jacques Toubon. Les dépenses culturelles des régions vont alors doubler pendant cette décennie faste, voire tableau suivant. De leur côté, les dépenses culturelles des départements vont plus que doubler entre 1984 et 1993, tandis que les dépenses de l'État et des communes n'augmentent que d'un tiers pendant la même période. Tableau 1. Les dépenses culturelles des personnes publiques, en milliards de francs. Tableau 2. Les dépenses culturelles des communes selon leur taille, en pourcent du total du budget communal. Source: Ministère de la Culture. On relève que ce sont les villes-centres de 50 000 à 100 000 habitants qui dépensent proportionnellement le plus pour la culture, c'est-à-dire la configuration de Pau, d'Avignon ou de Bayonne. Les communes de périphérie profitent des équipements de la ville-centre, mais ne peuvent revendiquer une politique culturelle autonome. Entre 1995 et 2006, la dernière décennie des politiques culturelles décentralisées est caractérisée par une stagnation en valeur des investissements culturels locaux. La part des budgets départementaux consacrés aux dépenses culturelles reste stable, située en moyenne entre 2% et 2,5% du total. Elle a cessé d'augmenter. Les statistiques du ministère de la Culture indiquent parallèlement une stagnation, voire un recul, de la fréquentation des musées. La communication de Vincent Vlès confirme ici le recul des entrées au musée des Landes de Gascogne. Il y a là un phénomène inédit, alors que la consommation culturelle globale ne cesse de se développer, un recul relatif du secteur culturel qui attire l'attention des observateurs. Désintérêt d'un public qui ne souhaite pas revenir dans des musées aux expositions peu renouvelées. Fin de la bulle culturelle, qui caractérisait selon Pierre Grémion la décennie Mitterrand-Lang. L'historien devra prendre du recul pour dégager les hypothèses explicatives d'une tendance dont la pérennité reste à vérifier. Il pourra s'appuyer valablement sur les méthodes expérimentées en marketing culturel, pour cerner les attentes des visiteurs. Il n'est exclu par ailleurs que la crise économique mondiale, la concurrence d'un modèle matérialiste influencé par les États-Unis, ait occasionné un recul du rôle des intellectuels et de la culture. Cette crise confirmerait le recul des valeurs social-démocrates. Le pouvoir d'achat stagnant des ménages a sans doute aussi sacrifié les dépenses culturelles et de loisirs, jugées moins vitales. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.